C'est tout bon. Bonjour à tous et à toutes. Je me permets tout d'abord de vous souhaiter une belle année 2019, une année qui, je l'espère, va vous emballer. On va ici assister à un petit webinaire sur la réglementation européenne et sur la vision de l'emballage à l'horizon 2025. Je vous demanderai de poser vos questions à la fin, si vous le voulez bien, parce qu'il est possible que, au fur et à mesure de la présentation, la réponse vienne à votre question. Et je veillerai moi-même à être pas trop rapide et pouvoir articuler correctement, parce que je sais que quelquefois je peux avoir du mal à faire ça. La présentation vous sera envoyée en format PDF, elle sera plus complète que celle qui vous est présentée maintenant, et elle répondra sûrement à des questions aussi qui viendront. C'est parti pour cette petite heure ensemble. Alors, quelle vision européenne de l'emballage en 2025 ? Commencer simplement en expliquant en 2 minutes l'architecture institutionnelle. Il faut savoir simplement qu'au niveau européen, la Commission européenne est composée de 28 commissaires qui correspondent aux 28 États membres. Elle propose les lois européennes, c'est-à-dire les directives, les règlements et les décisions qui n'ont pas la même force juridique. Une directive doit être transposée au niveau de chaque État membre, un règlement s'impose par lui-même, et une décision a une valeur juridique un peu moins forte, c'est une simple décision stratégique. Il peut y avoir une communication également, une communication n'a pas la même valeur juridique. Et ensuite, simplement, pour vous faire le topo complet, au niveau de l'architecture institutionnelle, vous avez également le Conseil de l'Union européenne qui est composé des 28 ministres. Pour nos questions, ce sont les 28 ministres environnementaux, ainsi que le Parlement européen, pour lesquels vous allez voter pour vos députés le 26 mai prochain. Excusez-moi, est-ce que la personne qui vient d'activer son micro peut l'éteindre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, ils modifient, adoptent ou rejettent les propositions législatives qui proviennent de la Commission européenne. Je vous explique ceci parce que je vais faire référence à des directives, à des règlements et à des communications, c'est simplement pour que vous ayez en tête qu'on n'est pas sur la même force juridique et que du coup ça peut se modifier, ça peut être plus étendu, une décision européenne par rapport à une décision nationale. L'Union européenne défend une industrie de l'emballage qui donc doit respecter pleinement les besoins de réutilisation, de réparation et de recyclage, qui puisse générer de la croissance et des emplois en Europe et qui puisse contribuer à réduire les impacts environnementaux. Pour l'Union européenne, les emballages en plastique doivent être conçus pour offrir une plus grande durabilité, une réutilisation et un recyclage de haute qualité. D'ici 2030, tous les emballages en plastique mis sur le marché seront soit réutilisables, soit recyclables de manière rentable. Je vous rassure, ce webinaire n'est pas uniquement sur l'emballage en plastique, nous verrons tout type de matériaux et je serai ouvert à tout type de matériaux sur les questions. La récente interdiction d'importation de déchets plastiques au niveau de la Chine doit être une opportunité pour l'Union européenne. Telle est la stratégie que visent les institutions européennes et c'est ce qu'on va voir avec les différents textes européens que je vais vous présenter. La réutilisation et le recyclage des plastiques en fin de vie sont très faibles, en particulier par rapport à d'autres matériaux, tels que le papier, le verre ou les métaux. Ce sont autant d'opportunités pour l'Union européenne d'aller plus loin sur les emballages. Pour améliorer les choses, une coopération accrue doit être assurée tout au long de la chaîne de valeur, tant du niveau de l'industrie, aux fabricants de plastique, aux transformateurs, en passant par les sociétés de gestion des déchets publics et privés. Alors, nous allons voir ça en 5 volets. Et vous n'hésitez pas à réagir sur le webinaire en chat si je vais trop vite ou si je n'articule pas ou si c'est pas très clair pour vous et qu'il faut revenir sur une slide, on sera ouvert à faire ce geste. Donc tout d'abord, on va avoir un premier volet sur l'éco-conception, un second sur le modèle de consommation durable sur le marché que souhaitent assurer les institutions européennes. Ensuite, on verra un troisième volet sur le tri. Donc, comment garantir un emballage qui se trie facilement et entre dans la collecte sélective. Un quatrième volet sur la garantie au niveau du recyclage, pour un recyclage de haute qualité de l'emballage s'il est non réemployable. Et un cinquième volet que vous allez, je suis certain, tous apprécier, sur le plastique non grata, qui sera plus orienté sur la single-use plastique ou la directive plastique à usage unique. Le premier volet sur l'éco-conception. Donc, éco-concevoir pour réduire l'épuisement des ressources naturelles, pour réduire les émissions de CO2. Tout d'abord, la stratégie des textes des institutions européennes prouve qu'il y a une volonté de réduire le nombre d'emballages mis sur le marché. Donc, au niveau des États membres, il y a des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs
qui doit être mise en œuvre, pour réduire la production de déchets d'emballage non recyclables et non réutilisables, ainsi que des mesures pour encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits économes en ressources durables, réparables et réutilisables. Au niveau de l'Union européenne, cela peut se traduire par des mesures de nature fiscale. C'est des mesures qui sont notamment mises en avant avec le budget européen qui est actuellement en discussion. Un budget européen qui doit faire face au Brexit, qui du coup doit être compensé, et avec la volonté, l'objectif de compenser cette sortie de UK, du Royaume-Uni, avec une taxe, disons le gros mot taxe, mais c'est plutôt une contribution au niveau de chaque État membre, en fonction du gisement d'emballage qui est non recyclé, orienté uniquement sur le plastique. C'est toujours en discussion, donc vigilance sur ce point, mais il faut garder quand même un œil. Éco-conception signifie aussi réduire le poids, tout en évitant le risque de gaspillage alimentaire. La stratégie européenne est très claire sur ce point. L'emballage doit être fabriqué de telle sorte que le volume et le poids de l'emballage soient limités au minimum nécessaire pour maintenir le niveau de sécurité, d'hygiène et de réception nécessaire pour le produit emballé et pour le consommateur. Mais attention, recycler ne doit pas être synonyme de nocivité. Il faut donc concevoir des emballages sans substances dangereuses. La prévention prime sur le recyclage. Le recyclage ne doit pas justifier la poursuite de l'utilisation de substances dangereuses existantes. Les institutions européennes réfléchissent en ce moment à avoir un cadre harmonisé et une interaction entre les textes et les règlements sur les produits chimiques, les substances chimiques, les déchets et les produits, qui devient un alignement des textes et des exigences qui puissent être du coup sur le même axe et qui puissent se traduire par un règlement qui pourrait être du coup s'imposer directement aux États membres, d'où mon petit laïus au départ sur la valeur des textes. Donc par exemple sur l'interaction entre les produits chimiques, les substances chimiques et les déchets pour ces exigences de substances dangereuses, ça pourra faire l'objet d'un règlement prochainement. Il y a également sur ce point une proposition du Parlement européen pour la création d'un passeport sur l'emballage qui notifierait les matériaux et les substances utilisées. Éco-concevoir, ça signifie aussi également inclure de la matière recyclée. Si on veut atteindre des niveaux plus élevés de recyclage, il faut favoriser l'utilisation de matières premières secondaires de qualité. La stratégie européenne est très claire sur ce point. Inclure plus de matières recyclées et introduire un pourcentage de matières recyclées dans les emballages à horizon 2025. Toujours en discussion. La preuve en est que ce qui est indiqué sur le webinaire a encore été bougé. C'est dans la proposition de directive SUP qui a encore bougé juste avant les vacances, avec du coup une intégration de matière recyclée dans les bouteilles en plastique à horizon 2025 à 25% sur les bouteilles PET et à 30% sur l'ensemble des bouteilles plastiques à horizon 2030. C'est toujours en discussion, donc ça risque d'être... ça risque peut-être de bouger à minima, mais déjà ce point-là est un des points qui a beaucoup bougé dans les dernières étapes de la SUP. On reviendra là-dessus dans le 5e volet de ce webinaire. Éco-concevoir pour mieux réutiliser. En effet, l'Union européenne soutient un programme stratégique de recherche et d'innovation sur la circularité des matériaux, notamment via le programme Horizon 2020, connu aussi sous le nom H2020, avec un investissement de 100 millions d'euros supplémentaires, avec un accent qui est mis sur les plastiques et les matériaux contenant des plastiques, avec également en complément un appel à engagement volontaire auprès des parties prenantes du secteur de l'emballage. Vous avez quelques exemples dans ce slide, mais effectivement il y a d'autres metteurs en marché qui s'y sont mis également. La Commission européenne du coup avait lancé un appel à engagement volontaire, comme l'avait fait au niveau national Bercy. Donc, il y a eu 2 appels à engagement volontaire, tant au niveau national qu'au niveau européen. La Commission européenne a jugé que ça n'allait pas assez loin par rapport à la stratégie plastique sur les appels à engagement volontaire. Attention, la stratégie plastique, c'est pas uniquement l'emballage, c'est tout type de secteur où il y a du plastique, mais forcément le secteur de l'emballage est particulièrement impacté. Sur les engagements volontaires, du coup, la Commission avait dit que ça n'atteignait pas l'objectif qui était au départ annoncé. Elle a donc lancé le mois dernier la Circular Plastics Alliance, qui donc du coup a pour objectif
de regrouper à la fois les institutions et les metteurs en marché pour aller plus loin dans la circularité des emballages, notamment des emballages plastiques, mais de l'ensemble de la chaîne de valeur du plastique. Et du coup, avoir un cadre qui soit favorable et harmonisé sur ce point. On en revient notamment, par exemple, à la question de l'interaction des textes entre les produits, les substances chimiques et les déchets. Parce que si on n'a pas une sécurité juridique, évidemment, on ne peut pas s'engager. Donc l'idée vraiment de la Circular Plastic Alliance, c'est à la fois avoir un appel à engagement volontaire qui puisse aller plus loin dans la stratégie plastique, mais également avoir un cadre harmonisé et qui puisse pousser les metteurs en marché à s'engager. En résumé, sur ce premier volet du webinaire, l'éco-conception inclut plusieurs volets dans la stratégie européenne, qui sont la réduction du nombre d'emballages, la réduction du poids des emballages, la conception des emballages sans substances dangereuses, inclure de la matière recyclée et concevoir pour mieux réutiliser. Excusez-moi, la personne qui est actuellement au micro pourrait couper, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bienvenue à cette personne. Nous arrivons au deuxième volet de ce webinaire. Assurer un modèle de consommation durable sur le marché. En effet, la stratégie européenne pousse vers un changement de business model. Excusez-moi, est-ce que la personne qui a encore allumé son micro pourrait l'éteindre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc vers un changement de business model. L'Union européenne encourage la réutilisation des produits et les activités de réparation. C'est plutôt clair dans ces textes. Elle incite également à la mise en place de systèmes de consignation et d'autres incitations telles que des contributions financières différenciées pour les emballages réutilisables. Attention dans ces propos, l'Union européenne ne contraint pas les États membres à mettre en place ces systèmes, mais elle pousse à pouvoir éventuellement les mettre en place en proposant plusieurs méthodologies pour les mettre en place, mais sans contraindre. L'Union européenne n'a pas vocation à contraindre à une certaine méthodologie, elle laisse les États membres, en fait une marge de manœuvre pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe par les différents textes européens, mais elle n'impose pas une méthodologie. L'Union européenne légifère également pour réduire la consommation des produits et emballages en plastique à usage unique, donc en lien justement avec cette notion de réemploi, de réutilisation, de consignation. On verra dans cette partie 5 du webinaire sur le plastique non grata que vous attendez tous avec impatience, j'en suis certain. Troisième volet, garantir un emballage qui se trie facilement et entre dans la collecte sélective. Alors, il faut sensibiliser les consommateurs au geste de tri. En effet, les États membres doivent s'assurer que les metteurs en marché développent et soutiennent des campagnes d'information pour sensibiliser à la production de déchets ménagers et réduire les déchets sauvages. Le Parlement européen soutient fermement la Commission en proposant des normes supplémentaires claires, des règles harmonisées et des définitions sur le contenu de biosourcés, la biodégradabilité et la compostabilité. En effet, il faut pouvoir être clair et certain par rapport à la recyclabilité de ces matériaux pour pouvoir indiquer clairement aux consommateurs le geste de tri à faire. Il faut donc pouvoir avoir des règles claires pour remédier aux idées fausses et aux malentendus existants et fournir aux consommateurs des informations claires, notamment sur la recyclabilité de l'emballage et par conséquent sur le geste de tri, comme je vous le disais. Parallèlement, l'Union européenne demande aux États membres d'adopter des mesures incitatives auprès des détenteurs de déchets via des incitations économiques ou des réglementations. On en vient un petit peu en parallèle au point précédent. Ça peut être notamment via les TOMI, donc les taxes d'enlèvement des ordures ménagères incitatives ou voire les redevances incitatives pour avoir un taux de performance un peu plus élevé. Les taxes d'enlèvement des ordures ménagères incitative, c'est tout simplement en fait actuellement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée par rapport à la surface foncière et pas au poids des déchets. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative permettrait en fait à chaque habitation, chaque ménage, de payer par rapport au poids de ces déchets ménagers. Donc cela en fait passerait notamment par exemple par un système de cartes et un point d'apport volontaire où chacun amènerait, ces ménages amèneraient les déchets dans des points d'apport volontaires. Cette carte permettrait d'ouvrir le bac, d'avoir un système après de poids, de mesure de ces déchets, et après que ces mesures soient enregistrées et qu'à la fin de l'année, les petits impôts soient plus transparents par rapport à la consommation et au poids des déchets ménagers. On revient un peu à l'idée de transparence de la fiscalité locale. On sait que c'est beaucoup en débat en ce moment. Garantir un emballage qui se trie facilement et dans la collecte sélective, c'est également collecter séparément
les emballages, obviously. En effet, les États membres doivent assurer un respect accru de l'obligation de collecte séparée des déchets, y compris l'obligation de mettre au moins en place une collecte séparée des papiers, des métaux, des plastiques et du verre. Les États membres sont autorisés à déroger à l'obligation générale de collecte séparée des déchets dans les cas d'urgence justifiée, impact environnementaux négatif, coût économique disproportionné. Par exemple, sur les biodéchets, on sait qu'il y a une obligation pour 2023, les déchets organiques, pour la collecte de ces déchets, collecte sélective. Et il faut également collecter 75% des bouteilles en plastique à horizon 2025. Tel est l'objet de la Single Use Plastic, la proposition de directive plastique à usage unique. Un objectif qui, du coup, va jusqu'à 90% pour 2030. On en vient toujours à la même question du point précédent sur la méthodologie qui n'est pas imposée par l'Union européenne pour atteindre ces objectifs, mais qui est laissée aux États membres pour pouvoir aller à ces 75% et 90%. Donc, pour cet instant d'objectif, les États membres peuvent notamment établir des systèmes de remboursement, des dépôts, consignations, ou fixer des objectifs de collecte distincts via la REP. Quatrième volet de ce webinaire, garantir un recyclage de haute qualité de l'emballage s'il est non réemployable. En effet, la stratégie européenne, c'est vraiment de se dire, on va vers un emballage qui est soit réemployable, soit recyclable avec une haute qualité de recyclage s'il n'est pas réemployable. Garantir un recyclage de haute qualité s'il n'est non employable, cela signifie recycler la majorité des emballages plastiques notamment. En effet, on a un objectif de 50% de recyclage des emballages plastiques à horizon 2025. On est à 70% pour les métaux ferreux, 50% pour l'aluminium, 70% pour le verre, 75% pour le papier carton à horizon 2025. Forcément, horizon 2030, on va un petit peu plus loin, on pousse encore un peu plus haut les chiffres, et on monte sur du plastique, des emballages plastiques qui doivent être recyclés à hauteur de 55% pour 2030, 60% pour l'aluminium, 75% pour le verre et 85% pour le carton. À horizon 2025, 100% des bouteilles plastiques collectées devront être recyclées. On parle bien en fait des 100% des bouteilles plastiques collectées, excusez-moi. Donc là, on parle, pour 2025, on parle des bouteilles, des 75% en fait des bouteilles PET collectées. On considère du coup que ces 75% de bouteilles PET collectées doivent être recyclées à 100%. Et c'est logique, parce que le PET est 100% recyclé. Et on va du coup sur un 100% des bouteilles plastiques collectées pour les 90% de bouteilles collectées à horizon 2030. Voilà, c'est pour ça que je vous explique un peu sur le 75, je reviens sur le 2025, 90% sur le 2030. Des nouvelles filières de recyclage devront être développées, telle notamment la stratégie Citeo, qui, comme vous le savez, cette année a annoncé la recherche et développement sur des nouvelles filières de recyclage, et également des potentiels microplastiques des emballages qui devront être pris en compte à la fin du cycle de vie. On en revient en fait un peu au même point que tout à l'heure sur l'interaction entre les produits chimiques, les substances, les produits et les déchets en fait, avec l'harmonisation des textes sur ce point, qui devront notamment prendre en compte en fait les potentiels microplastiques à la fin du cycle de vie. Et comme je vous le disais, il faut également appréhender la collecte des biodéchets d'ici 2023. Il faut concevoir des emballages qui soient recyclables, mais aussi, pourquoi pas, compostables, mais encore faut-il que ce soit clair sur la filière de recyclage et que ce soit clair également sur le geste de tri. La boucle est bouclée par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment. On en vient à ce chapitre plastique non grata, que vous attendez, je suis certain, avec impatience, et on s'y met de suite. Donc plastique non grata, suite à cette stratégie plastique et à l'ensemble des textes relatifs au plastique sur la stratégie européenne, à la fois avec des communications du Parlement européen, la stratégie de la Commission européenne et le paquet économie circulaire, qui du coup, je le rappelle, le paquet économie circulaire comprend 3 directives: la directive cadre déchets, la directive emballage et la directive enfouissement, avec une entrée en vigueur le 5 juillet 2018. Donc, pour rappel, directive qui doit être transposée dans un délai de 2 ans.
Du coup, il y a aussi des mesures sur le plastique. Avant d'aller plus loin, je profite pour dire que le paquet économie circulaire, du coup, qui est entré en vigueur le 5 juillet dernier, doit être en partie transposé dans un délai de 2 ans, que la loi économie circulaire qui fait suite à la FREC, du coup, ira dans le sens de cette transposition en un an, en mettant en fait l'ensemble des mesures du paquet économie circulaire dans la loi française. On en revient à mon petit laïus du début sur la directive qui doit être transposée par rapport à un règlement qui s'applique directement aux États membres. Donc sur le plastique non gratin, il y a également la proposition de directive plastique à usage unique, donc du coup qui est sortie le 28 mai avec une proposition de directive au niveau de la Commission européenne, un vote en plénière par les députés européens le 23 octobre, et une position du Conseil de l'Union européenne le 31 octobre. On en revient toujours à mon petit laïus du début sur l'architecture institutionnelle, c'est simplement pour vous expliquer que la procédure est toujours en cours, que le texte est susceptible de modifier un petit peu à la marge, mais qu'en fait les grandes orientations on les a, et c'est celle que je vais vous présenter. Donc depuis cette décision du Conseil de l'Union européenne, il y a un début de phase de trilogue. Phase de trilogue, en fait, ça signifie que c'est la Commission européenne, la Commission environnement du Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui sont du coup les ministres des États membres, les ministres environnement pour nos questions, qui se regroupent, qui discutent, qui adoptent leur position. Et ensuite, si vous voulez, entre-temps, il y a des organes techniques qui s'appellent les co-repères, qui en fait voient un peu plus loin que les simples questions politiques et les grandes orientations stratégiques de l'Union européenne, qui regardent également techniquement parlant qu'est-ce qui se passe. Du coup, on sait actuellement qu'il y a un blocage au niveau du co-repère. En fait, il y a une décision, il y a une communication sur la décision trilogue juste avant les vacances, avant que chacun parte pour les fêtes. Et retour des fêtes, on apprend qu'il y a un blocage au niveau du co-repère, notamment parce que certaines représentations d'États membres au niveau de l'Union européenne ne veulent pas signer l'accord en question du trilogue, notamment à cause de la REP tabac, la REP des filtres tabac sur les plages, certains États membres s'y refusent, donc ça bloque le texte à ce stade, sachant que le Conseil de l'Union européenne marche par présidence, donc c'était la présidence autrichienne de juillet à décembre 2018. Depuis le 1er janvier, c'est la présidence roumaine qui pourrait débloquer cette situation, notamment parce que à horizon mai prochain, donc 26 mai prochain, vous avez la chance d'élire vos députés européens, et donc du coup il y a une échéance politique certaine. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le texte est toujours en discussion, donc ce que je vais dire, c'est des grandes orientations, ça risque de bouger simplement à la marge, et ce sera soumis, si la situation se débloque, à un vote de nouveau en plénière du Parlement européen en ce début d'année, on espère en mars, avril, car avril ce sont les dernières sessions plénières du Parlement européen, ensuite une adoption du Conseil de l'Union européenne encore, et après le texte sera publié au journal officiel de l'Union européenne, sachant qu'une directive, je le rappelle, c'est une transposition dans un délai de 2 ans, et après mesure par mesure en fonction des objectifs, le délai est plus ou moins lointain. On en revenait par exemple aux échéances 2025-2030. Donc, dans cette proposition de directive SUP, il y a un volet sur la réduction significative, notamment des contenants alimentaires de plats préparés prêts à consommer sur place ou à emporter, des gobelets, il y a des interdictions de mise sur le marché des assiettes, couverts, pailles, agitateurs de boissons. Il y a une exigence d'éco-design sur les bouchons solidaires, sur les bouteilles plastiques. Donc le bouchon solidaire, si vous voyez, c'est celui qui se clip et déclipe au-dessus de la bouteille, qui du coup est dans cette Single-Use Plastic Directive, avec une exemption pour les produits à des fins médicales, et avec en fait un délai qui est repoussé un petit peu sur les bouteilles de boissons gazeuses. Il y a également une extension de la REP pour les récipients de la restauration rapide, les paquets et emballages souples contenant la nourriture prête à l'emploi, les gobelets et couvercles. Il y a également une exigence de marquage et de sensibilisation aux consommateurs, notamment sur les serviettes hygiéniques. Ça peut paraître simplement étonnant, mais en fait c'est juste que dans les réseaux d'eau, on retrouve souvent des serviettes hygiéniques qui finissent dans les toilettes et qui du coup finissent en déchets marins, qui se retrouvent dans le top 10 des déchets marins. Donc, en fait, simplement ce marquage et cette sensibilisation vise à simplement mettre sur le packaging que attention aux impacts environnementaux de la serviette, qu'il faut bien la mettre dans la
poubelle. Et il y a aussi également dans cette SUP un taux de collecte pour les bouteilles de boisson, donc un taux de collecte qui est fixé à 90% pour 2030 et 75% pour 2025. Il y a également en fait en lien avec ce plastique non grata, ce volet plastique non grata, une proposition budgétaire, donc j'en ai parlé au tout début, sur en fait une contribution nationale qui serait basée sur les emballages plastiques non recyclés, à payer jusqu'à 1 euro par kilo à partir de 2019. Alors, euh, voilà, c'est pas une taxe, c'est vraiment une contribution. Vous faites vigilance sur les mots. Ça veut dire que chaque État membre après sera libre d'appliquer sa propre méthodologie tant que ça respecte les objectifs européens. L'objectif étant en fait malheureusement de ne pas être ciblé directement par exemple sur un programme de recherche et d'innovation sur le plastique, par exemple sur des filières de recyclage qui ne sont pas encore existantes dans l'ensemble des États membres, mais de vraiment simplement combler le budget européen suite au Brexit. On est vraiment sur un plastic bashing, pour le dire proprement, et qui va en fait à peu près dans le même sens de la Single Use Plastic Directive, donc la SUP, qui est en fait dont la vocation à simplement à réduire les déchets marins. Bon, en fait, je préfère le dire comme ça parce que je sais que j'aurai des questions qui vont aller dans tous les sens sur le plastique. La volonté première du texte de la SUP, c'est vraiment sur les déchets marins. Donc c'est vraiment, ils sont partis du top 10 des associations qui récoltent les déchets marins, qui font des top 10 au niveau européen. Voilà, ils sont partis du top 10, ils sont partis aussi d'une étude chiffrée notamment sur les déchets marins, les déchets sauvages. Et voilà, ils sont après partis de ce constat-là pour faire leur texte. Ce qu'il faut savoir en fait sur cette SUP, c'est qu'il y a plusieurs points qui sont toujours en discussion et dont en fait on n'a pas encore les échos de la décision finale, et notamment ce que je vous dis c'est toujours aussi en discussion. Il y a un point notamment qui a été proposé par le Conseil de l'Union européenne sur une hiérarchie en fait, une ex spécialiste, donc en fait une hiérarchie entre la directive SUP et la directive emballage. Je m'explique. La directive emballage, donc qui a été révisée, on sait qu'elle est dans le paquet économie circulaire qui, je le rappelle, est entré en vigueur le 5 juillet 2018. Donc prône pour les emballages. Et si l'ex spécialiste venait à aboutir pour la proposition de directive SUP, cela signifierait en fait que la SUP primerait sur la directive emballage pour tous les emballages qui sont dans le champ de la SUP. Alors, c'est toujours en discussion, c'est pas encore certain, mais en fait, ça permettrait aux États membres de restreindre la mise en marché de certains emballages, parce que ces emballages se retrouveraient dans la SUP, et en tout cas avec la transposition de la SUP, pourrait permettre une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui leur laisserait la possibilité du coup de restreindre la mise en marché de ces emballages, et qui du coup irait dans le sens de la SUP. Il y a également en fait dans les points en discussion les coûts de nettoyage des déchets sauvages à prendre en compte, donc la REP littering. Donc c'est sur le quatrième point que vous voyez sur votre slide, donc l'extension de la REP. Donc sur cette extension de la REP, ce ferait faire en sorte en fait que on prenne en compte le coût de nettoyage des déchets marins pour ces produits et ces emballages. Alors pareil que sur les autres points, en fait, l'Union européenne n'impose pas une méthodologie pour cette REP littering. Elle laisse aux États membres la possibilité de faire leur propre méthodologie sur cette REP littering. Donc soit passer effectivement par la REP, soit éventuellement passer par une taxe sur ces produits-là. Donc finalement en fait pour les produits ou emballages, soit passer par le volet fiscal, soit passer par le volet contribution via la REP. Voilà, c'est toujours en discussion. En tout cas les échos qu'on a et qui sont certains sont que la méthodologie sera pas la même pour l'ensemble des États membres tant qu'elle respecte les objectifs européens. Voilà, c'est à chaque État membre de faire sa propre méthodologie. Chez nous, du coup, ça devra prendre en compte effectivement le littoral métropolitain et aussi l'ultramarin. Merci à vous. Je suis ouvert à l'ensemble de vos questions via le chat.
Donc, comme vous le savez, François-Michel Lambert, député feu de la REP pour tous les emballages en 2025. C'est le sens du paquet économie circulaire qui est entré en vigueur le 5 juillet 2018. Dans laquelle, la disposition est. Donc, fait par rapport à tout ce que j'ai pu dire à chaque paragraphe. Et, et je suis